Pour ma remise de diplôme, mes parents m'ont offert une lettre de désaveu. De la part de nous tous, a annoncé maman au restaurant. Ma sœur a filmé ma réaction pour leur divertissement. Je les ai remerciés, j'ai pris les papiers et je suis sorti. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais déjà fait. Le restaurant était l'un de ces endroits hors de prix où les serveurs portaient du noir et parlaient à voix basse. Des lustres en cristal pendaient au plafond, et chaque table avait des orchidées fraîches en guise de centre de table. Ma mère, Claudia, avait insisté pour réserver chez Romano S 3 mois à l'avance. Elle m'avait dit que c'était pour célébrer ma remise de diplôme de droit major de ma promotion à Stanford. Toute la famille sera là, avait-elle dit. J'aurais dû m'en douter. Quand je suis arrivé, ils étaient déjà assis. Mon père, Raymond, était assis en bout de table dans son costume bleu marine, le même qu'il portait aux réunions du conseil d'administration. Ma sœur, Miranda, était à côté de ma mère, son téléphone déjà à la main. Elle n'a même pas levé les yeux quand je me suis approché. Mon beau-frère, Quentin, m'a fait un signe de tête malaisé. Il avait toujours été le seul décent parmi eux, mais il avait appris depuis longtemps à garder la bouche fermée. La voilà, a annoncé Claudia, sa voix portant cette douceur artificielle qui annonçait des ennuis. Notre diplômé. Je me suis assise, lissant ma robe. J'avais porté quelque chose de simple mais élégant bleu marine avec un décolleté modeste. Ma cérémonie de remise des diplômes avait eu lieu 3 jours plus tôt. Aucun Denis avait assisté. Claudia avait prétendu avoir un déjeuner caritatif. Raymond avait un tournoi de golf. Miranda se faisait faire les ongles. Le dîner a commencé assez normalement. Raymond a commandé une bouteille de vin coûteuse sans consulter personne. Claudia a parlé de son prochain voyage dans les Hamptons. Miranda s'est plainte que son architecte d'intérieur ne comprenait pas sa vision pour le cabanon de la piscine. J'ai poussé des pâtes dans mon assiette et j'ai attendu. Le dessert est arrivé, tiramisu pour la table. Le téléphone de Miranda s'est levé, braqué directement sur moi. La petite lumière rouge d'enregistrement brillait dans l'éclairage tamisé du restaurant. Alors, ma chérie, a commencé Claudia en fouillant dans son sac à main de créateur. Ton père et moi avons discuté de ton avenir. Elle a sorti une enveloppe Kraft et l'a posée sur la table entre nous. Le papier était impeccable, formel, juridique. Nous avons décidé qu'il était temps que tu apprennes à voler de tes propres ailes. Raymond a ajouté sa voix, portant ce ton condescendant qu'il utilisait pour expliquer pourquoi il ne financerait pas l'une des virées shopping de ma mère. Tu es avocate maintenant. Tu n'as plus besoin de nous. Mon cœur martelait dans ma poitrine, mais j'ai gardé mon visage neutre. Des années de dîner de famille m'avaient appris à cacher mes réactions. Nous avons fait rédiger les papiers par nos avocats, a continué Claudia, faisant glisser l'enveloppe plus près. Ceux-ci rompt formellement tous les liens financiers et juridiques entre nous. Tu n'es plus bénéficiaire d'aucun trust, testament ou patrimoine familial. C'est pour ton bien, a dit Raymond en prenant une gorgée de son vin. Tu nous remercieras plus tard. Le téléphone de Miranda restait stable, capturant chaque seconde, ses lèvres courbées en un sourire qu'elle ne prenait pas la peine de cacher. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des documents officiels, notariés et signés. Une lettre de désaveu aussi formelle que possible. Un langage concernant le retrait du testament. La cessation de tout soutien financier. La fin de l'accès aux comptes familiaux. Ils avaient été minutieux. De la part de nous tous, a annoncé Claudia, faisant un geste autour de la table. Ces diamants attrapaient la lumière, les mêmes diamants que mon grand-père avait donnés à ma grand-mère avant que Claudia ne fasse remonter les pierres dans quelque chose de plus moderne. J'ai lu les papiers lentement, laissant le silence s'étirer. Miranda continuait d'enregistrer, espérant probablement que je pleurerais. Que je supplierais. Que je ferais une scène dont ils pourraient rire plus tard à leur country club. Au lieu de cela, j'ai plié les papiers soigneusement et les ai remis dans l'enveloppe. Puis j'ai levé les yeux et j'ai souri. Merci, ai-je dit simplement. Claudia a cligné des yeux. Quoi? J'ai dit, merci. C'est très généreux de votre part. Je me suis levé, rassemblant mon sac à main. J'apprécie que vous vous soyez donné tout ce mal. Les frais d'avocat ont dû être substantiels. Le visage de Raymond s'est assombri. Tu ne vas pas faire de scène? Pourquoi le ferais-je? Vous venez de me donner le cadeau le plus précieux que je pouvais demander. J'ai coincé l'enveloppe sous mon bras. La liberté par rapport à vous tous.
Miranda a baissé légèrement son téléphone, confuse. Je suis sorti de chez Romano sans regarder en arrière. Derrière moi, je pouvais entendre la voix indignée de Claudia s'élever. Qu'ils pensent avoir gagné. Qu'ils pensent m'avoir brisé. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais déjà fait. 3 ans plus tôt, pendant ma première année de droit, j'étais rentré à la maison pour Thanksgiving. Miranda venait d'annoncer ses fiançailles avec Quentin, dont la famille possédait une entreprise technologique prospère à Austin. Claudia était aux anges. Enfin, un enfant qui se mariait bien, qui lui donnerait des petits-enfants qu'elle pourrait montrer au club, qui comprenait l'importance des apparences. Je les avais entendus dans le bureau après le dîner, Claudia, Raymond et mon oncle Preston, qui était venu de Chicago. Ils discutaient des actifs familiaux, des fonds fiduciaires, des structures d'héritage. Je m'étais tenu devant la porte, tenant un verre d'eau que j'étais allé chercher, écoutant. Quand Miranda épousera le garçon Ross, elle sera à l'abri du besoin, avait dit Raymond. Mais celle-là. Il parlait de moi. Tout ce qu'elle fait, c'est étudier. Pas de perspective, pas de relation sociale digne de mention. Elle est maladroite, avait convenu Claudia. Tu l'as vue au gala des Johnson? Elle a passé toute la soirée à parler de droit fiscal avec leur comptable. De droit fiscal à une fête. Nous devrions limiter la casse, avait suggéré Preston. Pourquoi jeter l'argent par les fenêtres? Elle ne fera jamais un beau mariage. Elle finira probablement commis d'office à gagner 30 000 par an. Attendons qu'elle soit diplômée, avait décidé Raymond. On verra si elle passe au moins le barreau. Si elle le fait, on la coupe des vivres. Si elle ne le fait pas, on reconsidérera. Pas la peine de soutenir quelqu'un qui ne peut même pas gérer ça. Ils avaient ri, tous les trois, comme si j'étais un investissement raté, une action qui n'avait pas performé. J'étais remonté à l'étage sans faire de bruit. Le verre d'eau avait tremblé dans ma main, mais mon esprit travaillait déjà, planifiait déjà. Le lendemain, j'étais rentré à l'école plus tôt, leur disant que j'avais des études à faire. J'étais allé directement voir ma conseillère pédagogique, le professeur Sarah Jennings, l'une des avocates les plus respectées en droit des sociétés. Elle m'avait mentoré depuis mon premier semestre, voyant en moi quelque chose que ma famille n'avait jamais vu. J'ai besoin de votre aide, lui ai-je dit. J'ai besoin de comprendre les trusts familiaux, la planification successorale et la structure d'entreprise. Tout, pas juste les bases que nous couvrons en cours. J'ai besoin de savoir comment protéger des actifs, comment construire une richesse indépendamment, comment m'assurer que personne ne pourra jamais me contrôler financièrement. Le professeur Jennings avait étudié mon visage pendant un long moment. C'est personnel. Très, ai-je dit. Venez à mon bureau lundi à 7 heures. Nous commencerons à ce moment-là. Pendant les 3 années suivantes, le professeur Jennings m'a donné une éducation dans l'éducation. Elle m'a présenté à des contacts en planification successorale, en droit des sociétés et en banque d'investissement. J'ai tout appris sur la gestion de patrimoine, la protection des actifs et l'indépendance financière. J'ai fait des stages qui n'avaient rien à voir avec mes projets de carrière éventuels, mais tout à voir avec la compréhension du fonctionnement réel de l'argent. Pendant ma 2e année, j'ai commencé à faire du conseil en parallèle. De petits cas au début des entreprises qui avaient besoin de revues de contrats, des startups qui avaient besoin de structures juridiques. Je facturais des tarifs raisonnables et me suis bâti une réputation d'être minutieuse, rapide et discrète. Le mot s'est répandu dans la communauté technologique, en particulier dans la Silicon Valley. À ma 3e année, j'avais assez économisé pour investir. J'ai trouvé une start-up appelée DataStream, 3 décrocheurs de Stanford avec une approche révolutionnaire de la cybersécurité. Leur technologie était brillante, mais leur structure commerciale était un désastre. J'ai proposé de réparer leur cadre juridique d'entreprise en échange de capitaux propres. 2% de l'entreprise ont-ils accepté. L'entreprise est passée de 3 personnes dans un garage à 50 employés en 6 mois. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme, DataStream venait d'être acquise par une grande société technologique pour 800 millions d'euros. Ma part de 2% valait 16 millions. J'ai gardé le silence, je ne l'ai dit à personne, pas même à Quentin, qui aurait compris. L'argent reposait dans des comptes d'investissement diversifiés et protégés par des structures juridiques que j'avais construites moi-même. Ma famille n'en avait aucune idée. Ils pensaient que j'étudiais simplement, que j'étais juste leur petite fille ennuyeuse et maladroite qui n'arrivait pas à trouver un mari. La semaine avant la remise des diplômes,
j'avais fait rédiger des papiers par mon propre avocat, une renonciation formelle à toute réclamation future sur les biens familiaux, une frappe préventive pour me protéger s'ils essayaient un jour de revenir plus tard en prétendant que je leur devais quelque chose, que mon succès était d'une manière ou d'une autre construit sur leur fondation. J'avais prévu de le leur présenter moi-même avec quelques mots bien choisis sur ce qu'ils pouvaient faire de leur argent, mais ils m'avaient devancé. Et en faisant cela, ils avaient rendu la chose tellement plus douce. J'ai conduit jusqu'à mon appartement à Palo Alto, un petit 2 pièces que je louais depuis 1 an. Tout ce que je possédais tenait dans ma voiture. J'avais été préparé pour ce moment, même si je n'avais pas su exactement quand il arriverait. L'appartement semblait différent quand je suis entré, plus léger d'une certaine manière, malgré les cartons que je devais emballer. Je me suis versé un verre de vin et me suis assise près de la fenêtre, regardant les lumières du campus de Stanford scintiller au loin. Cet endroit avait été mon sanctuaire pendant 12 mois, mais il était temps de passer à autre chose, temps d'entrer dans la vie que j'avais construite en secret. J'ai pensé au jour où j'avais signé les papiers de DataStream. Les fondateurs avaient été sceptiques au début quand une étudiante en droit avait proposé de réviser leur structure d'entreprise pour des parts au lieu d'argent liquide. Ils avaient eu des avocats avant des chaires, de grands cabinets qui facturaient des taux horaires qu'ils pouvaient à peine se permettre et livraient des documents standardisés qui ne prenaient pas en compte leur technologie spécifique ou leur trajectoire de croissance. J'avais passé 3 semaines à analyser chaque aspect de leur entreprise, protection de la propriété intellectuelle, calendrier d'acquisition des fondateurs, conditions d'investissement qui les protégeraient des investisseurs en capital risque prédateur, plan d'option d'achat d'actions pour les employés qui attireraient les meilleurs talents. Je leur ai construit un cadre juridique qui pouvait passer de 3 personnes à 300 sans avoir besoin d'être complètement restructuré. Quand j'ai présenté mon travail, leur développeur principal, Marcus Chen, a fixé les documents pendant 10 minutes sans parler. Finalement, il a levé les yeux et a dit « C'est mieux que tout ce qu'on a reçu de cabinets qui nous facturaient 20 000 €. Pourquoi fais-tu ça pour des parts ? Parce que je crois en ce que vous construisez, lui ai-je dit. Et parce qu'un jour, ces parts vaudront plus que n'importe quel taux horaire. Tu es soit folle, soit brillante, a dit Marcus. Peut-être les deux. Ils m'ont donné les parts. 2% semblait peu à l'époque, mais j'ai regardé DataStream grandir au cours des 2 années suivantes, suivant chaque tour de financement, chaque lancement de produits, chaque expansion sur de nouveaux marchés. J'ai continué à les conseiller officieusement, répondant aux questions autour d'un café, les connectant avec des clients potentiels et des partenaires. Ils ont suffisamment apprécié ma contribution pour augmenter ma part à 3% sans que je le demande, finalisant les papiers 6 mois avant que toute discussion d'acquisition ne commence. Quand les discussions d'acquisition ont commencé, Marcus m'a appelé personnellement. Nous sommes en discussion avec Cybercore. L'offre est substantielle, mais nous ne signons rien tant que tu n'as pas examiné les conditions. J'ai passé une semaine à négocier en leur nom, m'assurant que les fondateurs obtenaient le paiement qu'ils méritaient et que leurs employés étaient pris en charge. Le prix d'acquisition final a été supérieur à l'offre initiale de près de 100 millions €. Ma part de 3% s'est traduite par 24 millions € avant impôt. Après les impôts sur les plus-values et les impôts d'État, je suis reparti avec un peu plus de 18 millions €. 18 millions € dont ma famille ne savait rien. J'avais été prudente. L'argent était distribué par le biais d'une entité juridique que j'avais mise en place spécifiquement à des fins d'investissement, une LLC du Delaware qui offrait confidentialité et protection. Même si mes parents avaient engagé des enquêteurs, ce dont je doutais qu'ils aient pensé à faire, ils n'auraient rien trouvé me reliant à DataStream. J'avais listé le professeur Jennings comme agent enregistré, et toutes les communications officielles passaient par une boîte postale. Le verre de vin était vide. J'en ai versé un autre et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Email après email de camarades de classe, me félicitant pour mon diplôme, demandant mes projets, suggérant de rester en contact. J'ai répondu à chacun d'eux avec soin. Ces gens étaient mon vrai réseau, bâti sur le respect mutuel et les expériences partagées plutôt que sur des liens familiaux obligatoires. Il y avait aussi un email de ma colocataire de fac de droit, Tessa Morgan, qui avait déménagé à New York pour un poste dans un cabinet prestigieux. Vers quand tu es en ville, avait-elle écrit. Je veux tout savoir sur la façon dont tu déchires tout dans le monde réel. Tessa avait été l'une des rares personnes à qui je m'étais confié sur ma situation familiale. Pas tout, mais assez. Elle m'avait vu travailler tard dans la nuit sur mes projets de conseil pendant que les autres étudiants étaient dans des bars ou des événements de réseautage. Elle avait demandé une fois pourquoi je me poussais si fort. Parce que je ne peux pas me permettre de ne pas le faire, lui avais-je dit. Ta famille a de l'argent pourtant, non ?
J'ai vu l'Instagram de ta mère. Elle est toujours à des galas de charité. C'est leur argent, pas le mien. Et ce ne le sera jamais. Tessa avait hoché la tête lentement, comprenant quelque chose que je n'avais pas explicitement dit. Elle n'en a jamais reparlé, mais elle a commencé à me présenter à des gens qui pouvaient aider ma carrière, professeurs, anciens élèves, avocats en pratique privée qui cherchaient des associés intelligents. Elle assurait mes arrières sans en faire toute une histoire. J'ai pris note mentalement d'accepter cette proposition de verre, peut-être lui apporter une bonne bouteille de vin en guise de remerciement pour 3 ans de soutien discret. Mon téléphone a sonné pendant que je faisais mes cartons. Miranda. Tu penses que tu es si intelligente, a-t-elle sifflé quand j'ai répondu. Partir comme ça. Tu as juste prouvé tout ce qu'il disait sur toi. Tu es ingrate, tu te crois tout permis. Tu penses que tu peux t'en sortir toute seule. Tu n'as aucune idée de comment fonctionne le monde réel. Tu as probablement raison, ai-je dit doucement, pliant un pull. J'imagine qu'on verra bien. Tu reviendras en rampant dans 6 mois. Tu verras à quel point c'est dur sans l'argent de papa. Sans le nom de famille, tu n'es personne sans nous. Miranda, je raccroche maintenant. Bonne chance avec le cabanon. J'ai coupé la communication et bloqué son numéro, puis celui de ma mère, puis celui de mon père. Une rupture nette. J'avais déjà accepté un poste chez Morrison & Associates, un cabinet prestigieux à San Francisco. Mon salaire de départ était de 200 000 par an, ce qui aurait été largement suffisant pour vivre, mais j'avais d'autres projets. Le lendemain matin, j'ai rencontré un agent immobilier. L'après-midi, j'avais fait une offre sur un penthouse à Pacific Heights. Offre en espèces, sans conditions suspensives. 3 chambres, vue sur la baie, parking pour 2 voitures. Le vendeur a accepté immédiatement. J'ai acheté des meubles pas les pièces antiques et surchargées que ma mère préférait, mais des choses modernes et confortables que j'aimais vraiment. J'ai engagé un décorateur qui comprenait le minimalisme, les lignes épurées, les espaces ouverts, les fenêtres qui laissaient entrer la lumière. 2 semaines après le dîner chez Romano, j'ai reçu un email de Miranda. L'objet disait « J'espère que tu profites de ton indépendance ». À l'intérieur se trouvait une photo de groupe d'un rassemblement familial auquel je n'avais pas été invité. Claudia, Raymond, Miranda, Quentin, oncle Preston, tante Sylvia et environ 20 autres parents au country club. Tout le monde souriait. Coupe de champagne levée. Le message en dessous disait « Ne t'inquiète pas, tu ne nous manques pas. Célébration familiale sans le poids mort. Bisous. » Je l'ai supprimé sans répondre, mais j'ai passé un appel. Professeur Jennings, c'est moi. Je suis prête à lancer le cabinet. Nous en avions parlé durant ma dernière année d'école, un cabinet d'avocats boutique spécialisé dans les startups technologiques et les entreprises émergentes. Le professeur Jennings serait l'associé senior, apportant ses décennies d'expérience et sa réputation. Je serais l'associé junior, apportant l'énergie, les connexions dans le monde des startups et un montant substantiel de capital pour nous lancer. La conversation a duré 3 heures. Nous avons discuté de l'espace de bureau, de la stratégie d'embauche et des types de clients que nous voulions attirer. Le professeur Jennings prévoyait sa sortie du monde universitaire depuis des années, attendant la bonne opportunité. Je devrais terminer le semestre, a-t-elle dit. Donnez le préavis approprié à l'école. Mais d'ici août, je suis à vous. Août est parfait. Ça me donne le temps de gérer la logistique. Vous êtes sûr pour cet investissement en capital? Lancer un cabinet n'est pas bon marché, surtout à San Francisco. Je suis sûr, ai-je dit. J'ai accès à des fonds qui nous couvriront pendant au moins les 2 premières années, même si nous ne décrochons pas un seul client. Elle est restée silencieuse un moment. Jasmine, je vous connais depuis 3 ans maintenant. Vous n'avez jamais mentionné avoir ce genre d'argent. Je l'ai gagné, ai-je dit simplement. Et j'ai été très prudente sur qui le sait. Ma famille pense que je suis juste une autre associée en difficulté. J'aimerais que ça reste ainsi. Votre secret est en sécurité avec moi, a-t-elle dit. Bien que je soupçonne que ce secret ne durera pas longtemps une fois que nous ouvrirons les portes et que les gens verront de quoi vous êtes capable. Le cabinet est devenu mon obsession au cours des mois suivants. J'ai trouvé un espace de bureau dans le quartier financier, une unité d'angle au 20e étage avec vue sur le Bay Bridge. Le bail était cher, mais l'emplacement comptait dans ce métier. Les clients avaient besoin de sentir qu'ils travaillaient avec des professionnels sérieux, pas des gamins jouant aux avocats dans un bureau en sous-sol.
j'ai engagé un décorateur d'intérieur qui comprenait ce que je voulais, professionnel mais pas guindé, moderne sans être branché, le genre d'espace où un fondateur de la tech de 25 ans en sweat à capuche se sentirait aussi à l'aise qu'un cadre de 50 ans en costume 3 pièces. Nous avons acheté des meubles qui dureraient, construit des étagères sur mesure pour les références juridiques, installé une salle de conférence avec des capacités vidéo et un grand écran d'affichage pour les présentations. Mon bureau était modeste, plus petit que le bureau d'angle du professeur Jennings, mais il avait tout ce dont j'avais besoin, un bureau avec assez de surface pour étaler des documents, des chaises confortables pour les réunions clients, et une crédence où je gardais les dossiers des affaires en cours. Le processus d'embauche a été intensif. Nous avions besoin d'associés brillants mais pas arrogants, travailleurs mais pas au bord du burn-out, des gens qui comprenaient que nous construisions quelque chose de différent du modèle traditionnel des grands cabinets. Nous avons interviewé des dizaines de candidats avant d'en trouver 2 qui correspondaient, Grace Feldman, une récente diplômée de Berkeley avec un don pour la négociation de contrats, et James Park, qui avait passé 3 ans dans un cabinet d'affaires avant de décider qu'il voulait travailler avec des startups plutôt que des conglomérats. Ensuite, il y avait le marketing. Nous ne pouvions pas juste accrocher une enseigne et espérer que les clients apparaissent. J'ai contacté chaque relation que j'avais nouée pendant mes années de conseil. Marcus Chen de DataStream est devenu un ambassadeur officieux, nous recommandant à d'autres fondateurs de son réseau. Le professeur Jennings a exploité ses connexions universitaires, amenant des entreprises établies qui avaient besoin d'une expertise spécialisée. Nous avons écrit des articles pour des revues juridiques, nous positionnant comme des leaders d'opinion en droit technologique. Le site web a pris des semaines à perfectionner, design épuré, études de cas qui montraient notre expertise sans violer la confidentialité des clients, biographie qui mettait en valeur nos références sans paraître pompeuse. Nous voulions projeter compétences et accessibilité à parts égales. Jennings Legal Partners a ouvert un mardi de novembre, exactement 6 mois après ce dîner chez Romano. Nous avons pris du champagne dans la salle de conférence à 17 h, juste nous 4. Pas de grande fête, pas de communiqué de presse. Nous avons trinqué à l'avenir et nous sommes remis au travail. Le premier mois a été lent. Nous nous y attendions. Construire une réputation prend du temps, surtout quand on est en concurrence avec des cabinets établis avec des décennies d'histoire. Mais nous avions de la patience et assez de capital pour traverser la période calme. Notre premier client majeur est arrivé en septembre, une start-up de biotechnologie qui avait besoin d'aide pour naviguer dans les réglementations de la FDA et le droit des brevets. C'était exactement le genre de travail complexe et intéressant que nous voulions. Grace a pris la tête des demandes de brevets pendant que je gérais la structure de l'entreprise. L'affaire a pris 4 mois et a abouti à un lancement de produits réussi et à un client très satisfait qui nous a référé 3 autres entreprises. En décembre, nous avions un flux de travail régulier. Le bruit courait que Jennings Legal Partners livrait des résultats sans les factures gonflées et les cauchemars bureaucratiques des plus grands cabinets. Nous étions réactifs, créatifs et nous nous soucions vraiment du succès de nos clients au-delà des heures facturables. Je travaillais 12 heures par jour et j'aimais chaque minute. C'était à moi d'une manière que rien ne l'avait jamais été auparavant. Pas donné, pas attendu, pas obligatoire. Construit à partir de zéro grâce à l'intelligence, au travail acharné et à la planification stratégique. Nous avons gardé le cabinet petit et sélectif. Nous ne prenions que des clients en qui nous croyions, des entreprises qui faisaient quelque chose d'innovant. Notre réputation a grandi vite. À la fin de la première année, nous avions une liste d'attente. Je n'ai jamais posté à ce sujet sur les réseaux sociaux, jamais envoyé d'annonces, laissé ma famille penser que je luttais dans un grand cabinet en travaillant 100 heures par semaine pour des associés qui ne connaissaient pas mon nom. 18 mois après le dîner chez Romano, je prenais un café avec un client potentiel dans le quartier financier quand j'ai entendu des voix familières. J'ai levé les yeux pour voir mes parents entrer dans le même café, en grande conversation avec un homme en costume coûteux. Claudia m'a vu la première, sa bouche s'est ouverte légèrement, puis s'est pressé en une ligne fine. Raymond a suivi son regard, son expression se refroidissant. Il ne pouvait pas exactement m'éviter. Le café était petit, et j'étais assise près de l'entrée. « Bonjour, mère, père. » Jasmine, a dit Claudia raidement. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je rencontre un client. » J'ai fait un geste vers la chaise vide en face de moi. « Il est en retard. »« Je vois que vous êtes toujours. » Raymond a laissé sa phrase en suspens, m'examinant. Mon tailleur était de créateur subtil, mais cher. Ma montre était une Cartier que je m'étais achetée le jour où le cabinet avait réalisé son premier profit. « Tu travailles ?» a-t-il demandé. «
Oui, ça se passe bien. Je n'ai pas élaboré. Es-tu toujours avec ce grand cabinet? A demandé Claudia. Morrison quelque chose? Non, en fait je suis parti il y a environ 1 an. Leurs visages ont changé un éclair de satisfaction. Ça y est, pensait-il. Le moment où j'admettais que j'avais échoué. Le moment où je demandais de l'aide. J'ai lancé mon propre cabinet, ai-je continué doucement. Ça a beaucoup de succès. Ton propre cabinet. Le ton de Raymond était sceptique. Ça demande du capital. Des relations. De l'expérience. Oui, en effet. J'ai souri. Heureusement, j'avais les 3. Mon client est entré à ce moment-là, me sauvant de la suite de la conversation. Blake Morrison, PDG de Tech Forward, une entreprise évaluée à 3 milliards d'euros. Il était jeune, brillant et intensément loyal envers les quelques personnes en qui il avait confiance. Je gérais la structure juridique de son entreprise depuis le début. Jasmine. Il a traversé le café à grandes enjambées, main tendue. Désolé, je suis en retard. La réunion du conseil a débordé. Je me suis levé, lui serrant la main. Pas de problème, Blake. Prenons cette table dans le coin. En passant devant mes parents, j'ai vu leur visage, la reconnaissance se faisant jour. Blake Morrison apparaissait régulièrement dans Forbes et TechCrunch. Tout le monde dans la communauté d'affaires de la région de la baie savait qui il était. Je n'ai pas regardé en arrière. Au cours de l'année suivante, le cabinet a grandi. Nous avons pris des clients plus importants, des cas plus complexes. Le professeur Jennings et moi formions une équipe parfaite. Elle gérait les drames de salle d'audience quand c'était nécessaire. Je gérais les négociations, les contrats, les structures juridiques complexes qui protégeaient les innovations de nos clients. J'ai acheté une seconde propriété dans la Napa Valley, un domaine viticole dont j'étais tombée amoureuse lors d'un voyage le temps d'un week-end. C'est devenu ma retraite, l'endroit où j'allais quand la ville semblait trop bondée. Et puis, 2 ans et demi après le dîner chez Romano, j'ai reçu un appel téléphonique de Quentin. Jasmine, c'est moi. S'il te plaît, ne raccroche pas, j'ai failli le faire, mais quelque chose dans sa voix m'a arrêté. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de te parler en personne. C'est important. Quentin, je n'ai aucun intérêt à c'est à propos de ta famille. S'il te plaît, accorde-moi juste 1 heure. Nous nous sommes rencontrés dans un lieu neutre, un restaurant à Auckland. Quentin avait l'air fatigué, plus vieux que ses 32 ans. Le sourire facile qu'il avait toujours porté avait disparu. Miranda et moi divorçons, a-t-il dit sans préambule. Ce sera définitif dans 3 mois. Je suis désolé, ai-je dit automatiquement. Il a secoué la tête. Ne le sois pas. J'aurais dû le faire il y a des années. Il a pris une inspiration. Ta famille a des ennuis, Jasmine. Des ennuis financiers. J'ai posé mon verre d'eau. Quel genre d'ennui? Ton père a fait de mauvais investissements il y a environ 2 ans, juste au moment où tu es parti. Il a mis une énorme quantité de capital dans une affaire de développement immobilier qui a échoué. Puis il a essayé de récupérer les pertes en bourse. Mauvais timing. Pire choix. À quel point? Ils vont perdre la maison. L'adhésion au club est déjà partie. Ta mère a vendu la plupart de ses bijoux le mois dernier. Ils essaient de sauver les apparences, mais les gens commencent à remarquer. J'ai digéré cela calmement. Pourquoi tu me dis ça? Parce que Miranda parle de te contacter. Elle pense que tu aideras. Ta mère aussi. Elles m'ont posé des questions. Ce que tu pourrais valoir, si tu es toujours chez Morrison, si je sais où tu habites. Et tu leur as dit? Je leur ai dit que je n'avais pas de contact avec toi, ce qui était vrai jusqu'à aujourd'hui. Il s'est penché en avant. Jasmine, ils vont venir vers toi et ils vont agir comme si les 2 dernières années et demie n'avaient jamais existé. Comme s'ils ne t'avaient pas désavoué dans un restaurant pendant que Miranda filmait pour se divertir. Ils vont s'attendre à ce que tu répares ça. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Ce n'est pas à moi de le dire. J'ai juste pensé que tu méritais un avertissement. Il s'est levé pour partir, puis a fait une pause. Pour ce que ça vaut, tu as toujours été la meilleure d'entre eux. La seule qui a vraiment gagné quelque chose. Je suis désolé de ne jamais l'avoir dit quand ça comptait. Il m'a laissé assise là à réfléchir.
L'appel est arrivé 2 semaines plus tard. Chérie. La voix de Claudia était brillante et artificielle. Ça fait bien trop longtemps. Nous devons absolument nous voir pour déjeuner. J'ai tellement de choses à te raconter. Je suis très occupé, mère. Oh, bien sûr que tu le es. Mais tu peux sûrement accorder 1 heure à ta mère. Nous pourrions nous rencontrer à ce charmant café que tu aimes, celui où nous t'avons croisé. C'était quand? Il y a 1 an. Tu as l'air si bien. Qu'est-ce que tu veux, Claudia? Silence. Elle détestait quand j'utilisais son prénom. Je veux voir ma fille. Est-ce si mal? Tu m'as désavoué. Tu as fait rédiger des papiers par des avocats, me retirant de la famille. Tu as fait comprendre très clairement que j'étais une déception, un fardeau, un poids mort selon l'email de Miranda. Qu'est-ce qui a changé exactement? C'était. Claudia a bafouillé. Nous pensions faire ce qu'il y avait de mieux pour toi, t'enseigner l'indépendance. En me désavouant à mon dîner de remise de diplôme pendant que Miranda enregistrait? Ta sœur était juste. Elle ne voulait rien dire par là. Qu'est-ce que tu veux vraiment, mère? Une autre pause. Quand elle a parlé à nouveau, la brillance artificielle avait disparu. Nous avons besoin de parler des finances familiales. Ton père et moi avons eu quelques revers, et nous avons pensé que tu pourrais peut-être aider. En tant qu'avocate, tu dois comprendre les investissements, les structures financières. Nous pourrions utiliser ton expertise. Mon expertise? Oui. Et peut-être une aide temporaire pendant que nous restructurons certaines choses. Nous sommes une famille, Jasmine. La famille s'entraide. J'ai laissé le silence s'étirer. Je vais y réfléchir, ai-je dit finalement. Je te rappellerai. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai fait rédiger une lettre par mon assistante, formelle, légale, froide. Elle leur rappelait qu'ils avaient légalement rompu tous les liens avec moi 2 ans et demi auparavant, que je n'avais aucune obligation, légale ou morale, de fournir une assistance de quelque nature que ce soit, que tout contact futur devrait passer par mon avocat. J'ai joint une copie de leur propre papier de désaveu, ce qu'ils m'avaient présenté chez Romano. En bas, j'ai inclus une ligne personnelle de ma propre écriture, vous m'avez appris à voler de mes propres ailes. Merci pour cette leçon. Je les fais livrer par coursier à leur domicile la maison qu'ils étaient sur le point de perdre. Miranda a appelé ensuite, 3 jours plus tard. Pas de faux semblants cette fois. Espèce d'égoïste. Après tout ce qu'on t'a donné. On t'a élevé. Payé pour ton éducation. Vous avez payé pour le premier cycle. J'ai contracté des prêts pour l'école de droit. Vérifie tes dossiers. On t'a donné un foyer, des opportunités où vous m'avez donné du mépris, une approbation conditionnelle et un désaveu public avec vidéo à l'appui. As-tu gardé cette vidéo, au fait? J'espère que oui. Ce serait une excellente preuve si tu essayais de prétendre le contraire. Tu vas vraiment rester là sans rien faire pendant que ta famille perd tout? Je vais faire exactement ce que vous m'avez appris à faire. Voler de mes propres ailes. Prendre soin de moi. Ne pas être un poids mort. J'ai gardé ma voix égale. Professionnel. Tu as fait comprendre très clairement que je n'étais personne sans le nom de famille. C'est moi qui te prouve le contraire. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Au revoir, Miranda. J'ai bloqué son numéro aussi. Les semaines suivantes ont apporté un barrage de tentatives email d'amis de la famille, de gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années, soudainement intéressés à renouer le contact. Chaque message était transparent dans son but. Ils avaient entendu dire que la famille était en difficulté. Ils avaient entendu dire que je réussissais bien. Ne serait-ce pas gentil d'aider? La famille, c'est la famille, après tout. J'ai supprimé chacun d'eux sans répondre. Puis sont arrivés les avocats. Mes parents ont réellement engagé des avocats pour explorer s'ils pouvaient contester les papiers de désaveu au motif qu'ils avaient été émotionnellement compromis lors de la signature. Les mêmes papiers qu'ils m'avaient présentés dans un restaurant public comme une humiliation calculée. L'ironie ne m'a pas échappé. Mon avocat, David Chen, a géré cela avec un amusement à peine dissimulé. Ils prétendent qu'ils étaient en détresse émotionnelle quand ils vous ont légalement désavoué, a-t-il dit lors de notre appel. Les papiers sont notariés, datés, et il y a apparemment une preuve vidéo de vous les présentant comme un acte délibéré. Ma sœur l'a filmé, ai-je répondu.
Elle trouvait ça drôle. Eh bien, cette vidéo est maintenant la preuve que c'était prémédité et exécuté en pleine conscience des conséquences. Leurs avocats vont abandonner cette réclamation d'ici une semaine une fois qu'ils réaliseront à quel point cela pourrait se retourner contre eux. Il avait raison. Le défi juridique a disparu aussi vite qu'il était apparu. J'imagine que leurs avocats ont expliqué que poursuivre cela au tribunal ne ferait que créer un dossier public de leurs actions, quelque chose qu'ils voulaient désespérément éviter. Mais Claudia n'avait pas fini d'essayer. Elle a commencé à se montrer dans des endroits où elle pensait que je pourrais être. Le café près de mon bureau est devenu hors limite après que je l'ai repéré là-bas 3 jours de suite, assise seule à une table de coin, espérant clairement que j'entrerais. Elle a essayé la salle de sport où j'avais un abonnement, l'épicerie que je préférais. C'était du harcèlement déguisé en inquiétude maternelle, et c'était pathétique. J'ai changé ma routine, commencé à m'entraîner dans une autre salle, commandé mes courses en livraison, varié mes cafés. C'était agaçant, mais je refusais de la laisser contrôler ma vie par un comportement de harcèlement. Le point de rupture est arrivé quand elle a essayé de m'approcher lors d'un événement professionnel. J'étais à une conférence technologique en train de réseauter avec des clients potentiels quand j'ai senti une main sur mon bras. Claudia, vêtue de ce qui était probablement la tenue la plus chère qu'elle possédait encore, portait un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Jasmine, ma chérie, quelle coïncidence !» Ce n'était pas une coïncidence. L'événement avait été publicisé et mon nom était listé comme panéliste. Elle avait acheté un billet spécifiquement pour me tendre une embuscade. « Ce n'est pas approprié », ai-je dit doucement, retirant sa main de mon bras. « Je suis ta mère. » Qu'en est-il pas approprié pour une mère de parler à sa fille? Quand cette mère a légalement désavoué la dite fille et la harcèle maintenant lors d'événements professionnels. Les gens commençaient à remarquer. Le sourire de Claudia est devenu tendu. Tu fais une scène. Non, tu fais une scène. Et si tu ne pars pas immédiatement, je demanderai à la sécurité de t'escorter dehors. Tu n'oserais pas. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à David Chen, envoie une lettre de mise en demeure à Claudia. Inclut les incidents du café, de la salle de sport, de l'épicerie et la conférence d'aujourd'hui. Si elle prend contact à nouveau, nous demandons une ordonnance restrictive. Puis je me suis tourné vers le garde de sécurité le plus proche et j'ai expliqué la situation. Il a été professionnel, courtois et absolument ferme en escortant Claudia hors du bâtiment. Elle a protesté, prétendant une urgence familiale et un malentendu, mais le garde avait entendu assez de notre conversation pour savoir mieux. Alors qu'elle était emmenée, elle s'est retournée vers moi. Ton père est malade, Jasmine. Il a des problèmes cardiaques à cause du stress. Veux-tu vraiment avoir ça sur la conscience? J'ai senti une lueur de quelque chose. Pas de la culpabilité exactement. Peut-être juste le fantôme de vieilles obligations, de vieux schémas de pensée qui disaient que la famille signifiait quelque chose, peu importe comment ils vous traitaient. Mais ensuite je me suis souvenu du bureau, des rires. Pourquoi jeter l'argent par les fenêtres? Il devrait probablement réduire son niveau de stress alors, ai-je dit d'un ton égal. J'entends dire que les procédures de faillite sont en fait assez simples de nos jours. Le garde l'a emmené. Plusieurs personnes qui avaient assisté à l'échange m'ont lancé des regards sympathiques. Une investisseuse en capital risque avec qui j'espérais entrer en contact m'a approché après le départ de Claudia. Ennui de famille, a-t-elle demandé. Ancienne famille, ai-je corrigé. Ils m'ont légalement désavoué. Maintenant ils veulent revenir parce que j'ai réussi. Elle a ri. J'ai eu un oncle qui a essayé quelque chose de similaire. M'a mise à la porte à 18 ans. M'a dit que je ne serais jamais rien. A essayé de m'emprunter de l'argent 10 ans plus tard. Certaines personnes ne vous valorisent que pour ce que vous pouvez leur donner. Exactement. Je t'aime bien, a-t-elle dit. Prenons un café la semaine prochaine. J'ai une société de portefeuille qui a besoin de travail juridique. Cette conversation seule a rendu le malaise de l'embuscade de Claudia digne d'intérêt. La lettre de mise en demeure est partie le lendemain, et le harcèlement a finalement cessé. Raymond a essayé une approche différente. Il a envoyé une lettre physique à mon bureau, contournant les emails et appels téléphoniques qu'il savait bloquer. L'enveloppe était épaisse, du papier à lettres coûteux que je reconnaissais de son bureau à la maison. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, longue de 3 pages. J'ai failli la jeter sans la lire, mais la curiosité a gagné. La lettre commençait par une sorte d'excuse.
Il reconnaissait que le désaveu avait été mal géré et que peut-être les émotions étaient montées plus haut qu'elles n'auraient dû. Pas exactement une prise de responsabilité totale, mais plus proche que ce à quoi je m'attendais. Puis est venue la justification. Il expliquait les problèmes financiers en détail, l'affaire immobilière qui semblait être une valeur sûre, soutenue par des gens en qui il avait confiance depuis des décennies, le krach boursier qui avait anéanti la moitié de son portefeuille, le désespoir qui avait mené à des investissements de plus en plus risqués pour tenter de récupérer les pertes. Il a tout étalé comme une étude de cas sur la façon de ne pas gérer la richesse. La dernière page était la demande. Il avait besoin de 750 000 € pour sauver la maison et stabiliser leurs finances. Il me rembourserait, bien sûr, avec intérêt. Il avait juste besoin de temps pour restructurer, pour se remettre sur pied. La famille est de la famille en temps de crise, écrivait-il. Tu comprends sûrement cela. 750 000 €, un chiffre spécifique, soigneusement calculé. Assez pour résoudre ses problèmes immédiats, mais pas si grand qu'il semble déraisonnable pour quelqu'un qu'il croyait être juste une avocate à succès. Il ne savait pas que ce montant représentait à peine 3% de mes liquidités. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai passée au destructeur de documents du bureau. Regarder les pages se transformer en fines bandes de papier m'a semblé thérapeutique. Ma réponse a été plus brève. Une phrase manuscrite sur le papier en tête de mon cabinet et livrée par coursier, vous m'avez appris que la famille est un privilège, pas une garantie. Vous avez révoqué ce privilège. La leçon a été apprise. Il s'est présenté à mon immeuble de bureau la semaine suivante, a passé la sécurité en prétendant être un client. Mon assistante m'a appelé, incertaine. Il y a un Raymond ici pour vous voir. Il n'a pas de rendez-vous, mais il dit que c'est une affaire de famille urgente. Dites-lui que je suis indisponible. S'il ne part pas, appelez la sécurité. Par la fenêtre de mon bureau, je l'ai regardé se faire escorter dehors. Il semblait plus petit que dans mes souvenirs, plus vieux. Son costume était beau, mais pas neuf. La confiance qui l'avait toujours entouré comme une armure avait disparu. J'ai ressenti un pincement de quelque chose, pas tout à fait de la sympathie. Peut-être juste la reconnaissance que cet homme qui avait semblé si puissant toute mon enfance était humain après tout. Faillible, capable de faire des erreurs catastrophiques. Mais je ne suis pas descendu pour lui parler. La tentative finale est venue de l'oncle Preston, que je n'avais pas bloqué parce que je ne lui avais jamais donné mon nouveau numéro. Il a réussi à l'avoir d'une manière ou d'une autre, probablement des vieux dossiers de Claudia. Jasmine, c'est ton oncle, a-t-il dit quand j'ai répondu. J'appelle parce que tes parents sont trop fiers pour admettre à quel point c'est grave. Ton père fait face à la faillite. Ta mère a des problèmes de santé à cause du stress. Je sais qu'il y a eu des désagréments il y a quelques années, mais tu peux sûrement mettre ça de côté quand ta famille a besoin de toi. J'ai rappelé d'un numéro masqué plus tard ce jour-là. Oncle Preston, j'apprécie que tu me contactes, mais je dois corriger quelque chose. Ce ne sont pas ma famille. Ils ont rendu cela très clair, très légalement et très publiquement. Ce sont des étrangers qui partagent mon ADN. Tu ne penses pas ça. Je le pense absolument. Tu étais là à ce Thanksgiving, tu te souviens? Dans le bureau avec mes parents, discutant de quel gâchis j'étais. Comment je ne saurais jamais rien. Comment je finirais probablement commis d'office à gagner des centimes. Tu en as ri. Silence. Tu as entendu ça? A-t-il demandé, la voix plus basse. Chaque mot. C'est là que j'ai décidé que si je devais n'être rien pour vous, je serais rien selon mes propres termes. Le meilleur genre de rien. Jasmine, si tu pouvais juste je pourrais, mais je ne le ferais pas et une belle vie, oncle Preston. Les appels et tentatives ont continué sporadiquement au cours des mois suivants, chacun plus désespéré que le dernier, mais ma résolution n'a jamais vacillé. 3 ans après ce dîner chez Romano, le harcèlement a finalement cessé complètement. J'ai entendu par des cercles professionnels que mes parents avaient vendu la maison. Ils étaient dans un appartement maintenant, quelque part en banlieue. Les conseils d'administration caritative de Claudia l'avaient discrètement retiré de leur liste. Le nom de Raymond n'était plus mentionné dans les cercles d'affaires. Le divorce de Miranda a été finalisé. Elle a eu la maison et le règlement, mais pas grand-chose d'autre. La famille de Quentin s'en est assurée. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas vengeresse. Surtout, je me sentais libre. La semaine dernière, j'ai reçu un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. Pas d'objet.
J'ai failli le supprimer comme spam. Jasmine, c'est Quentin. Nouvelle adresse email. Je voulais que tu saches que je lance une nouvelle entreprise et que j'aurais besoin d'un conseil juridique. Si tu es intéressé, pas de pression. Je voulais aussi te dire que je suis désolé pour toutes les fois où je suis resté là sans rien dire, pour avoir été complice de la façon dont ils t'ont traité. Tu mérites mieux. Tu mérites que quelqu'un dans cette famille prenne ta défense. J'aurais dû être cette personne. Je comprends si tu ne veux rien avoir à faire avec aucun de nous. Mais si tu es prête à me donner une chance, j'aimerais essayer d'être le beau-frère que tu aurais dû avoir dès le début. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai demandé à mon assistante de programmer une consultation. Les gens pensent que la vengeance est une question de destruction, de tout brûler et de danser sur les cendres. Mais la vraie vengeance est de construire quelque chose de si beau, de si réussi, de si complètement à soi que les gens qui ont essayé de vous détruire deviennent insignifiants. Ils deviennent des histoires d'avertissement dont on se souvient occasionnellement quand on est assis dans son vignoble de la Napa Valley à regarder le coucher de soleil sur les collines que l'on possède. Je m'appelle Jasmine. Il y a 3 ans, mes parents m'ont offert une lettre de désaveu à mon dîner de remise de diplôme pendant que ma sœur filmait ma réaction pour se divertir. Je les ai remerciés, j'ai pris les papiers et je suis sorti. Ils n'avaient aucune idée que j'avais déjà construit un empire qu'ils ne pouvaient pas toucher. Que leur rejet m'avait libéré pour devenir quelqu'un qu'ils n'avaient jamais imaginé que je pourrais être. La meilleure vengeance n'est pas de rendre l'appareil. C'est de devenir quelqu'un qu'ils ne peuvent plus blesser. C'est de construire une vie si pleine, si réussie, si véritablement heureuse que leur absence devient une bénédiction plutôt qu'une blessure. Je n'ai jamais eu besoin de leur argent, de leur nom ou de leur approbation. J'avais juste besoin qu'ils sortent de mon chemin. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. 3 mois après ma dernière interaction avec oncle Preston, j'ai visité le vignoble pour le week-end. L'air de Napa était vif, le genre qui porte l'odeur des raisins et de la terre longtemps après la fin des vendanges. La gérante du domaine m'a accueilli à la grille avec des mises à jour rendement, personnel, dégustation de vin à venir pour des investisseurs potentiels. J'ai écouté, hoché la tête, puis je lui ai dit que je prenais le reste de la journée. J'ai marché seul dans les rangées, le bout des doigts effleurant les vignes qui se tenaient maintenant nues. Cette terre avait été mon sanctuaire, la preuve silencieuse que tout ce que j'avais, je l'avais construit moi-même. Au coucher du soleil, je me suis assise sur la terrasse surplombant la vallée. Le ciel était or virant au violet. Le genre de vue que l'argent ne peut pas acheter parce qu'elle exige la paix pour l'apprécier. Mon téléphone a vibré. Un email de Grace, l'une de mes associées au cabinet. Objet, proposition d'expansion. 6 juin, un projet décrivant un plan pour ouvrir un 2e bureau à Los Angeles. C'était ambitieux mais solide. J'ai souri, sirotant le vin que j'avais produit sous ma propre étiquette, Jasmine Cellar. Il y a 3 ans, ma famille aurait ri à l'idée que je dirige une entreprise, sans parler de plusieurs. Ils auraient appelé ça irréaliste, inconvenant, pas très d'âme. Maintenant, les gens de mon industrie appelaient ça visionnaire. J'ai appuyé sur répondre. Ça semble prometteur. Discutons en lundi matin. Puis j'ai posé le téléphone, regardant le dernier éclat de soleil disparaître derrière les collines. Parfois, la liberté ne ressemble pas à une victoire ou à une célébration. Elle ressemble au calme. Elle sonne comme le silence là où le chaos vivait. Elle se ressent comme le fait de savoir que l'on ne doit rien à personne qui a essayé de vous rabaisser. Quand je pensais à Raymond et Claudia, je ne ressentais plus de colère. Je ne ressentais pas de pitié non plus, juste de la distance, une séparation nette et miséricordieuse entre qui ils étaient et qui j'étais devenu. Ils avaient construit leur vie autour des apparences, et ces apparences s'étaient effondrées. J'avais construit la mienne autour d'un but, et elle avait pris racine. J'ai versé un autre verre de vin, m'adossant dans la chaise. Si quelqu'un avait dit à la fille debout devant ce bureau il y a des années, celle tenant un verre d'eau tremblant, entendant sa famille rire de son avenir, qu'elle finirait ici, elle ne les aurait pas crus. Mais peut-être que c'était le but. Chaque mot cruel, chaque rejet, chaque conversation suffisante derrière des portes closes, ils avaient tous alimenté le feu dont j'avais besoin. Je n'avais pas survécu malgré eux. J'avais réussi parce que j'avais enfin arrêté d'essayer de gagner leur approbation. J'ai pensé au professeur Jennings, la femme qui avait vu du potentiel là où mes parents voyaient un inconvénient. Elle avait pris sa retraite 1 an plus tôt, me laissant le contrôle total de Jennings Legal Partners. Nous nous parlions encore souvent. Elle a appelé la semaine dernière pour dire qu'elle était fière de moi.
Cela signifiait plus que tout ce que ma famille pourrait jamais dire. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la vallée en contrebas, où les lumières commençaient à scintiller au loin comme des étoiles clouées au sol. Liberté, paix, héritage. 3 choses que j'avais construites selon mes propres termes. J'ai levé mon verre vers l'horizon dans un toast silencieux à chaque femme à qui l'on a dit qu'elle n'était pas assez, qui a été sous-estimée, désavouée, rejetée. À nous de leur prouver qu'ils ont tort.